transformiste et humoriste et il a un incroyable talent, celui de nous faire rire avec intelligence et beaucoup de générosité. Je suis ravi de vous rencontrer, Thierry Wilson. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. C'est un grand plaisir. J'adore la Belgique. La Belgique vous aime aussi. Vos vidéos sur les réseaux sociaux, ils connaissent un grand succès. Ça me fait très plaisir parce que je suis très attaché. J'ai commencé à jouer en Belgique très jeune, à Bruxelles, chez Flo, et j'en garde des souvenirs magnifiques. Vous venez de publier ce livre de A à Ziz, l'héritier de Coccinelle et de Michou, un livre émouvant, plein de tendresse, plein d'anecdotes aussi sur plusieurs décennies. Ben oui, j'ai le privilège de l'âge. Sous les traits de Thierry Wilson, le grand public connaît surtout Ziz du Panier. Oui, je dois avouer que moi, on s'en fout un peu. C'est surtout elle. Elle est tellement charismatique. Et puis, elle prend de la place. Bravo! Bravo Michel! Oh Michel, je vous adore, Michel! Qu'est-ce qui se passe là? Oh Michel! Qui est cette dame? Je suis là, Michel, vous me voyez pas? Je suis là! Je suis là que pour vous, Michel! Oh, laissez-moi passer! D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Écoutez, je suis la responsable du club de seniors du 5e arrondissement de Marseille. On vous adore, Michel! Oh, vous je êtes- viens vous- vous voir! Oh, je vous adore! Vous êtes donc de Marseille? Oui, Miss Marseille 1974, Michel. Regardez, j'ai pas changé. Je suis un saltimbanque, un amuseur, je fais l'artiste, écrivez-vous dans ce livre. Oui, c'est ce que j'ai voulu faire dès mon plus jeune âge. Je n'ai jamais eu de désir de notoriété, de célébrité, de star, de tout ça. Moi, j'avais envie que d'une chose, c'était donner du bonheur aux gens, voir les gens sourire, les voir rire. Et puis, le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est lorsque je sors de scène et qu'on me dise pendant 1h30, j'ai oublié tous mes soucis. C'est la plus belle chose. Mais avant tout, je suis un héritier, héritier de mon père, héritier de Coccinelle, héritier de Michou. Chacun m'a construit à sa manière. C'est grâce à eux, je crois, que je suis l'homme que je suis devenu. Déjà parce que mon père m'a inculqué les bases. Lorsque j'étais enfant, j'étais très soucieux de décevoir mon père. Peut-être parce qu'au fond de moi, j'avais senti très tôt une différence que je n'expliquais pas, hein, parce que quand on est enfant, on ne sait pas. On se sent peut-être différent, on se sent un peu en retrait par rapport aux autres garçons de son âge, aux autres enfants. Lui me rassurait tout le temps. Et je n'étais pas très bon élève en classe. Et pourtant, je voulais bien faire. Je m'appliquais, je faisais tout ce que je pouvais, mais je n'avais pas cette facilité. Et mon père me voyait peiner, me voyait pleurer même. Et il me disait, ne t'inquiète pas, si tu fais de ton mieux, ça me suffit. C'est ce que vous avez toujours fait, de votre mieux. J'ai essayé et c'est ce que je continue. Et je sais, quelquefois, il m'arrive d'arriver sur une grande scène. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire de belles scènes, notamment dans le sud de la France. Avant de rentrer sur scène, je regarde par un petit trou du rideau et je vois 2000 personnes en train de s'installer. Et j'ai bien sûr le stress qui monte, quoi, l'envie d'y aller. Et en même temps, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi et puis tout d'un coup, la musique commence, le rideau s'ouvre, et puis on y va, et c'est magique. Et je me dis dans ma tête, allez, fais de ton mieux. Vous évoquez cette différence que vous ressentez lorsque vous êtes enfant. Oui. À l'époque, ça se traduit par de la tristesse, de la mélancolie, de la solitude? De la solitude, oui, de la tristesse, de la mélancolie. Non, j'ai jamais été un enfant triste ni mélancolique. J'ai toujours été un enfant curieux. J'ai grandi au milieu de grandes personnes, puisque mes parents avaient un commerce, donc de gens très différents. Et j'observais beaucoup, je regardais. Je pense que c'est grâce à mes parents aussi que j'ai développé ce don d'observation qui m'a permis d'écrire aussi Ziz, puisque Ziz, je l'ai nourri aussi de tous ces souvenirs-là, de toutes ces rencontres-là.
Non, je n'étais pas triste. Hein. J'étais pas non plus en tête pour faire la fête, quoi. Mais aujourd'hui non plus. Les gens croient parce que je joue Ziz et que c'est un personnage sympathique, qui rue dans les brancards, qui est rigolo, qui est tout ça. Moi, je suis incapable de monter, par exemple, lors d'un banquet ou d'un mariage ou d'une communion. Je ne suis pas celui qui va monter sur la table et qui va raconter des blagues. Hein. Je suis pas comme ça, moi. Hein. Moi, Ziz, elle est comme ça, moi, non. Votre papa était ouvrier, Oui. votre maman coiffeuse. Mhm. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance? Je garde des souvenirs de mon enfance merveilleux. Toute ma vie, j'ai entendu mon père dire à ma mère qu'il l'aimait et qu'elle était belle. Il lui disait tout le temps ça. Mon père est mort il y a quelques années déjà, mais toute sa vie, je l'ai entendu dire à ma mère combien il l'aimait et combien ils étaient amoureux. Mais j'ai été spectateur de ça, de cet amour. C'est peut-être pour ça que j'en ai rêvé aussi et que lorsqu'on rêve très fort, les choses se réalisent. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai rencontré depuis 23 ans l'amour et on partage ça et on regarde dans la même direction. C'est sûr, j'ai eu le schéma de mes parents et j'ai peut-être reproduit ça. Mais c'est parce que je le voulais très fort. On continuera à parler d'amour dans un instant. Auparavant, comment ça se passait entre vous et votre papa? Avec mon père, au départ, c'était toujours très très affectueux, hein, mais j'avais conscience quand même que je le décevais un petit peu parce qu'il voulait que je fasse du foot et j'étais très mauvais. On ne me faisait pas jouer, on me mettait sur le banc, assis, à attendre que quelqu'un se blesse et puis si vraiment il fallait, ben, on me faisait rentrer, mais je jouais très mal. Donc on ne me voulait pas. Alors mon père, qui adorait le foot, ensuite il aimait le judo, donc il m'a inscrit au judo. Et le premier jour, le professeur de judo a eu la bonne idée de me prendre moi pour réaliser une figure qui s'appelait Osotogari, je me rappellerai toute ma vie. Et là, il m'a empoigné, il m'a basculé avec le pied, il m'a fait tomber par terre et je me suis retrouvé la tête sur le tatami qui sentait le plastique, les pieds, enfin tout, c'était horrible. Et là, j'ai pas géré. Je me suis mis à pleurer. D'un coup, je me suis mis à pleurer. Je me suis levé, je suis parti en courant, je suis rentré dans les vestiaires. Et mon père est arrivé en me disant « c'est pas pour toi c'est pas pour toi le judo ». Donc on a essayé autre chose. Et finalement, on a trouvé. On faisait beaucoup de choses ensemble quand même. Hein. Il essayait toutes sortes de choses. Et il a trouvé les chevaux. J'ai toujours adoré les animaux. Et donc j'ai commencé à faire de l'équitation. Seulement, j'ai grandi très vite. Donc, même si j'avais voulu être jockey pour lui faire plaisir, c'était plus possible, quoi, parce que à 18 ans, à même 14 ans, je faisais déjà 1m79 et je pesais déjà 80 kg. Donc, c'était, voilà. Donc, ça aussi, ça n'a pas été possible. Mais ça, tout ça, ça n'a pas été un problème. On a toujours géré, C'était un homme merveilleux. Qu'est-ce qu'il vous a transmis? Alors, il m'a transmis... La première des choses, il m'a appris à être à l'écoute des autres. C'était très très important. Mon père savait faire ça. Il était généreux. Et ça, ma mère lui reprochait quelquefois, elle lui disait « Mon Dieu, avec tout l'argent que tu prêtes à droite et à gauche, si on nous le rendait, on serait millionnaire. » Et mon père disait « Mais c'est pas grave. » Il disait « L'essentiel, c'est que si j'ai pu aider des gens, eh bien je l'ai fait. » Et ça, je crois que c'est quelque chose, être bon. Il m'a transmis, j'essaie toujours d'être sincère. Voilà. C'est pas facile, hein, parce qu'on vit un monde où les gens, ça leur plaît pas quand on dit la vérité. Hein. Mais au final, c'est plus facile d'être sincère. Hein. Oui, disons que pour nous, oui. Après, pour les gens qui sont en face, à eux de l'être aussi et d'être honnête. Moi, j'aime bien dire aux gens, quand ça va pas, pourquoi ça va pas. C'est mieux pour tout le monde. Oui, c'est mieux. Vous êtes aussi un héritier de Coccinelle. Coccinelle est la seconde femme française à avoir été opérée d'une vaginoplastie. C'était à Casablanca en 1958. À l'époque, en France, il est interdit de changer de sexe. Coccinelle entre dans votre vie lorsque vous avez 17 ans. Oui, c'est ça. Coccinelle rentre dans ma vie, j'avais 17 ans. Un soir, par hasard, je vais découvrir le cabaret Madame Arthur avec un élève de 3e année du cours Florent
qui enterre sa vie de célibataire et il m'emmène là-bas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des garçons déguisés en femmes qui sautent partout, qui font la fête et des gens attablés, comme si c'était le réveillon de la Saint-Sylvestre, quoi. Les gens faisaient la fête. Moi, j'étais jamais allé dans un cabaret, mes parents ne fréquentaient pas. Le seul endroit où j'étais allé, c'était un music-hall, c'était les Folies Bergères. J'étais très jeune et mes parents m'avaient emmené au spectacle voir une revue de music-hall. J'avais bien aimé ça, mais sans plus. C'était... Ça veut dire que le transformisme était totalement inconnu pour vous à cette époque-là? Vous ne saviez pas que ça existait? Si, je savais que ça existait parce qu'à Marseille, il y avait un artiste qui avait énormément de succès et je me suis inspiré de lui d'ailleurs pour Ziz. Il s'appelait Lady Jane et c'était quelqu'un qui faisait du spectacle dans les restaurants, dans les discothèques et tout. Il était très très connu. Il était même venu à Paris faire des essais. Eddie Barclay l'avait produit, je crois, une soirée à Saint-Tropez. Un artiste connu sur Marseille qui chantait en direct et qui se travestissait. Donc je savais que ça existait parce que je crois que c'était pour les 40 ans de mon père ou un truc comme ça. Mes parents lui avaient acheté 1 heure de spectacle et il était venu... D'ailleurs, après, on l'a fait pour mes 20 ans. Il était venu, Lady Jane, faire le spectacle pour mes 20 ans. Mais par contre, je ne fréquentais pas ça. Moi, je ne sortais pas, je n'allais pas en discothèque, je n'étais pas un gamin, ça m'attirait pas. J'y étais allé, mais je veux dire, c'était pas. Je préférais lire, je préférais aller au théâtre. Vous dites dans ce livre que ce soir-là, chez Madame Arthur, vous avez peur, mais vous ne dites pas de quoi vous avez peur. J'ai peur parce que je ne sais plus qui est qui. Et peut-être qu'au fond de moi, je sens que ce sont des êtres qui sont comme moi. Mais je n'arrive pas à savoir, parce que moi, je n'ai pas ce désir de me travestir. Ça m'excite pas. Eux, j'ai l'impression qu'ils sont contents. Ils sont là, ils sont en femmes, ils ont des fossiles, ils sont maquillés, ils sont habillés avec des robes et tout ça. Moi, ça m'a jamais... Moi, que je sois costumé en Ziz ou à l'époque, quand j'étais chez Michou, en Lara Fabian ou Lame ou n'importe Morane ou n'importe qui, tous les personnages que j'ai imités, je ne prends pas de plaisir. Enfin, je prends du plaisir à me transformer, mais si je suis avec un costume de curé ou de pompier ou de toréador, j'ai le même plaisir. Oui, c'est pas le travestisme. Ça s'appelle être comédien. Ça s'appelle aimer les personnages. Voilà. Moi, j'aime les personnages. Et là, ça m'effraie, mais en même temps, ça m'attire, ça m'intrigue. Et puis comme je suis curieux et que je l'ai toujours été, tant que je n'ai pas la preuve que celui-là c'est un homme, celui-là c'est une femme, celui-là on ne sait plus, et puis on s'en fout. Et donc c'est ça qui vous fait peur? Oui, et puis tous ces gros maquillages, voilà, tous ces gros maquillages, ces fossiles énormes, c'est tout ça. Oh, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je trouve ça. Alors ça me fait peur et en même temps, ça me plaît. Je suis sûr que ça me plaît. Vous avez un coup de foudre pour Coccinelle? Quand elle apparaît sur scène, lorsque Coccinelle apparaît sur scène, c'est magique. On dirait qu'elle a autour d'elle une espèce d'aura, d'auréole, un truc. Elle est spectaculaire, elle est d'une beauté, ses yeux bleus. Alors qu'en fait, ils ne sont pas bleus, elle a les yeux verts, mais elle les maquille avec du bleu et avec les projecteurs, ça lui fait des yeux. On dirait qu'ils sortent de son visage tellement qu'elle est maquillée. Elle est d'une beauté. C'est la poupée Barbie. Elle entre dans votre vie et elle ne va plus jamais en sortir. Tout de suite. C'est la femme de ma vie. C'est mon amour. J'aime son odeur, j'aime sa peau. Elle est drôle. Elle est extraordinaire. Je passerai 20 ans de ma vie à rire. À vivre des choses incroyables. Ce que vous racontez, vous savez, ça ressemble à un coup de foudre entre un homme et une femme. Oui. Elle était devenue une femme. C'était une femme. Hein. Vous êtes toujours un homme. Oui. Pourtant, votre préférence va plutôt vers les garçons. Vers les garçons. Et elle aussi a décidé de faire un trait sur sa sexualité. Parce qu'elle a vieilli, parce qu'elle a changé, parce qu'elle n'a plus envie de se montrer nue, parce qu'elle a grossi, parce qu'elle l'a décidé. Elle a tout décidé dans sa vie. Elle était un homme, elle a décidé d'être la femme qu'elle était réellement à l'intérieur. Elle a voulu être une star, elle a été une star, elle a tout décidé. Et un jour, elle rencontre à Berlin un jeune garçon qui la drague parce qu'il la trouve belle. Il a 30 ans de moins qu'elle. Ils boivent une coupe de champagne, 2, 3, et puis elle décide
de se laisser aller avec lui. Et quand ils sont dans la chambre d'hôtel, lui est nu sur le lit, il est très beau, il a la beauté de la jeunesse, et elle va dans la salle de bain enfiler un déshabillé, et là elle croise dans le miroir son apparence, et elle voit ses seins tombant, son ventre, ses cuisses, et puis elle décide que c'est pas possible. Elle ferme son peignoir, elle sort de la salle de bain et elle lui dit de s'en aller. Elle dit c'est fini, il n'y a jamais plus aucun homme qui me verra nu. C'est terminé. Elle se respectait beaucoup et je pense que c'est très bien. Moi, aujourd'hui, on vit une époque où on lit sur les réseaux sociaux avec MeToo, là, des vieux messieurs qui se permettent de draguer des petits jeunes et de faire des attouchements et de faire des choses comme ça. Mais j'aurais honte, moi. Moi, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je suis bien dans ma peau. Je peux voir un garçon et dire, mon Dieu, qu'il est beau, mais jamais je n'oserais. J'aurais l'impression, mais ça pourrait être mon fils, ça pourrait être... Je ne pourrais pas faire ce genre de choses. Je ne juge pas hein, après, hein, mais j'ai plutôt tendance, j'aurais presque envie de leur dire, espèce de vieux cochon, tu te vois, mais... Alors, ça existe depuis que le monde est monde. Hein. Après, il faut voir aussi, aujourd'hui, il faut faire la différence entre draguer et faire des attouchements. Après, si la personne se laisse draguer aussi, c'est facile après de dire, oui, il m'a touché. Si on ne veut pas être embêté, il ne faut pas laisser la porte ouverte. Hein. C'est vrai. Voilà. Quel mot est-ce qu'on met sur votre histoire avec Coccinelle? Une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Donc on peut parler de couple? Bien sûr, on a vécu, mais comme un couple. J'ai tout été pour elle. J'étais son producteur, son manager, sa nounou, son garde du corps, son docteur et accessoirement son mari. De toute façon, elle n'est jamais devenue Madame Thierry Wilson. Hein. Je suis devenu Monsieur Coccinelle. Mais comment viviez-vous, pardon d'aborder avec vous cette question, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles au sein d'un couple? C'était pas gênant. Elle savait que j'avais des aventures. Personne ne le demandait, oui. Oh, personne ne le demandait, vous savez. Ni vous ni elle. On n'en avait pas besoin. Par contre, elle avait besoin de valider mes petits copains. C'était pas gênant ça pour vous? C'était drôle. C'était très drôle. Parce que si elle aimait pas un garçon... Après, j'ai pas eu des tonnes d'aventures. Moi, j'ai pas été un grand dragueur. Mais j'en ai eu quand même 5-6 personnes dans ma vie. Et ces gens-là, il y avait certains, elles me disaient « Ah non, c'est pas pour toi. Non, non. Ah ben non. Non, non. » Souvent, elle avait raison. Elle avait tout le temps raison. Tout le temps? Ouais. Ouais. Mais oui, le privilège de l'âge. Moi, aujourd'hui, je sais des choses. Aujourd'hui, j'ai à peu près l'âge qu'elle avait lorsque je l'ai rencontrée. Donc, je comprends plein de choses. Parce que c'est un privilège de vieillir. C'est grave, hein, parce que vieillir, surtout quand tu as travaillé toute ta vie avec ton physique, tu vois les rides, tu vois un double menton, tu vois que tu as grossi. Oh là là, tu te dis, mon Dieu, oui, mais c'est vivre aussi. On peut pas, je peux pas. Moi pendant des années, j'ai fait du cabaret chez Michou. Je voulais être mince, je mangeais rien, je profitais pas. Aujourd'hui, je fais attention parce que sinon, je serais encore plus gros. Mais j'ai envie de vivre. À propos de cette histoire, vous dites « Je l'aime définitivement, pas d'amour, je sais déjà qu'on va faire notre vie ensemble. » Je l'aime pas d'amour. Je l'aime, c'est plus fort que de l'amour. De l'amour physique en tout cas, parce que regardez, l'amour dans un couple, ça peut se briser, ça peut s'arrêter. Alors les gens disent souvent c'est parce que si on n'a pas d'enfants, c'est pas vrai, il y a plein de gens qui divorcent qui ont des enfants. Donc l'amour physique, je pense, j'aurais dû rajouter, parce que nous c'était un amour pur, un amour sincère, on s'aimait, on connaissait tout l'un de l'autre, nos défauts, nos qualités, et c'était presque comme un père et une mère avec un enfant. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que c'est vous qu'elle laisse venir à elle et entrer si profondément dans sa vie? Alors ça, je me suis posé la question très longtemps. Très longtemps parce que Coccinelle avait été une immense star dans le monde entier. Elle avait sillonné le monde de ses musicals tout de suite après l'Olympia. Et elle avait été déçue de beaucoup de gens, même des gens du showbiz.
Donc elle se protégeait beaucoup, elle ne laissait plus rentrer personne. Elle disait « je n'ai pas besoin d'avoir de nouveaux amis ». Donc, et elle avait raison. Et il y a beaucoup d'artistes que je connais qui sont comme ça. Hein. Moi, je suis très ami avec Amanda Lear. Amanda Lear, tu ne rentres pas dans sa vie. Hein. Amanda ne donne que ce qu'elle veut donner. Et c'est elle qui décide jusqu'où on va. Et quand elle décide d'arrêter, c'est fini. Coccinelle était un peu pareil. C'était une femme aussi qui se protégeait beaucoup. Et moi, je me suis souvent posé la question. Et en fait, je l'ai su trop tard. Parce qu'elle m'avait parlé de cet enfant qu'elle voulait adopter à Bogota avec son deuxième mari. Elle était allée dans un orphelinat, elle l'avait trouvé, ils avaient fait tous les papiers. Et là-bas, le gouvernement, comme elle était très connue, une artiste, transsexuelle, tout ça, ils ont refusé l'adoption. Et je crois qu'elle en avait beaucoup souffert. Alors après, est-ce qu'elle aurait été une bonne mère? Ça, j'en sais rien. Je pense. Elle aurait été différente. Oui, je pense, parce qu'elle avait tellement d'amour, de cœur, qu'elle aurait été capable, je pense. Mais lorsque j'ai découvert les albums photos qu'elle gardait chez elle après sa mort, j'ai trouvé une photo de l'orphelinat avec ce petit garçon assis sur ses genoux. Et il avait les mêmes yeux marrons que moi. Et un jour, elle me l'avait avoué, elle m'avait dit, mais c'était resté un souvenir très vague. Et elle m'avait dit, mon Dieu, je devais adopter un enfant, il avait les mêmes yeux que toi. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez compris face à cette photo? D'abord, j'ai compris beaucoup de choses après sa mort. C'est que Coccinelle reproduisait l'histoire. C'est-à-dire que son deuxième mari, que je n'ai pas connu, Mario, pour qui elle a eu un amour, mais alors sans faille, toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, elle a parlé de Mario. C'était l'amour de sa vie. Mario avait un manteau en cachemire avec le col en fourrure. Moi, elle m'avait offert à Paris le même. Et je l'ai vu sur des photos. Mario avait ce manteau-là. Et moi, elle me l'avait offert. Mario avait une bague avec ses initiales. Elle m'avait fait faire le même modèle de bague. Mais des choses impressionnantes, quoi. Hein. C'était et beaucoup de choses comme ça. Un bracelet. Elle reproduisait peut-être les jours heureux. C'est une jolie formule, ça, les jours heureux. J'ai eu avec elle une relation aussi forte qu'avec ma mère et peut-être même plus forte parce qu'à Coccinelle, je pouvais tout dire. On ne peut pas dire à sa maman, tiens, hier soir, j'ai rencontré un garçon, il est beau, j'adore ses yeux. On ne peut pas dire ça à sa maman. À Coccinelle, on pouvait. J'arrivais, elle me disait, oh là là, ne t'emballe pas, cocotte. Elle me disait, tu le connais depuis hier, si ça se trouve, il est stupide et tu vas être déçu. Et bon, souvent, j'étais déçu parce que c'est bien beau avoir des beaux yeux. Mais enfin, on ne peut pas passer toute sa vie à regarder quelqu'un dans les yeux. Vous l'épousez en 1996 sur le plateau de Tout est possible, l'émission de Jean-Marc Morandini. Oui, on rencontre à cette époque-là, en 1995, on rencontre un producteur qui propose à Coccinelle de faire un disque. En espagnol, parce qu'elle avait fait une belle carrière en Espagne. Donc le single va sortir en Espagne, enfin c'est un escroc, enfin encore une histoire pas possible. Mais on enregistre cette chanson et ce producteur dit il faudrait faire un grand boom en France pour que le disque sorte aussi en France. Et l'idée, ce serait que vous vous mariez, comme vous avez 35 ans d'écart, ce serait génial. Et donc il s'empresse de rédiger un dossier de presse sur le mariage du siècle. Coccinelle se marie avec un garçon qui a 35 ans de moins qu'elle. Et ça fait la une des magazines horribles, France Dimanche, tous ces trucs-là. Et Coccinelle, ça l'amuse beaucoup. Et un jour, on est contacté par TF1 qui nous dit, voilà, l'émission Jean-Marc Morandini, Tout est possible, est intéressé, voudrait couvrir le sujet de votre mariage. Et c'est comme ça qu'on s'est mariés devant la France entière. Vous aviez deux témoins de prestige, Dave et Régine. Oui. Alors, c'était organisé par la prod aussi, parce que moi, je ne connaissais ni un ni l'autre. Coccinelle connaissait les deux, bien sûr. Ça a été une soirée extraordinaire dans un endroit merveilleux de Marseille. Et ce qui m'a permis de garder une amitié avec Régine.
qui demeure jusqu'à aujourd'hui. On s'appelle, c'est une femme incroyable, une femme extraordinaire. Régine dit une très belle chose, elle dit « Je n'ai pas mauvais caractère, j'ai du caractère ». C'est vrai, c'est une qualité du coup Mais d'avoir du caractère. bien sûr. Pour ce mariage, vous touchez un chèque? Oui. Ça n'est pas précisé, c'est de la part de France Dimanche? Les deux, France Dimanche et TF1. Vous vous souvenez du montant? C'était, je crois qu'en tout, on avait eu 100 000 francs, je crois. Ça en valait la peine? À partir du moment où il est donné, ça aurait été dommage de les refuser. Il n'y avait pas des conditions à respecter? Il y avait des conditions à respecter, oui, ils avaient l'exclusivité. Peut-être que si on l'avait vendu à Paris Match, si ça les avait intéressés, mais bon, on n'était pas Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Coccinelle a débuté sa carrière en faisant dans la page des faits divers, hein, donc on avait plus de chances que ce soit France Dimanche qui fasse la une de son journal avec notre mariage plutôt que VSD. Après, on a eu de la chance quand même parce que France Dimanche, c'est un magazine qui existe toujours, moi qui me fait toujours des articles et qui, lorsque Coccinelle est décédé, a fait 4 pages magnifiques. Je trouve que ce magazine a changé dans le bon sens. Je trouve que c'est un joli magazine. Alors, il y a toujours des titres un peu racoleurs et tout ça, mais après, on trouve à l'intérieur des journalistes qui font un article qui est bienveillant et qui finalement annule un peu le titre. Et ce que j'ai appris, c'est que les journalistes qui font les articles, ce ne sont pas eux qui choisissent les titres des articles. Ça, je ne savais pas. Vous le saviez ? Non. Comme dit la formule, on en apprend tous les jours. Voilà. Quand elle n'est pas sur scène, Coccinelle laisse la place à Monique. Elle s'éteint à l'hôpital de la Timone à Marseille le 9 octobre 2006 à 17 h, alors qu'elle vient de vous dire qu'elle vous aime tant. Oui, elle s'éteint, elle s'envole, je préfère dire ça. Elle s'envole pour toujours et je me sens tout de suite terriblement seul. C'est une partie de moi-même qui s'est arrachée de moi, mais avec une violence terrible. En plus, elle vient de me dire quelques minutes avant « je t'aime tant », alors que c'est un mot qu'elle prononçait pas. Elle était très pudique et très avare de confidences et très pudique. Elle gardait tout ça pour elle. Elle arrive à vous le dire au bon moment? Juste avant. Juste avant de s'envoler? Oui, heureusement. Mais comme je n'ai pas été habitué à entendre ce mot, à la limite, il ne me manquait pas. Non, mais au moment où elle vous le dit, vous êtes submergé par l'émotion. Et puis même aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que pour ne jamais l'oublier, je ferme les yeux de temps en temps et je revois son visage et je l'entends me dire ça. Et j'en ai besoin. Parce qu'aujourd'hui, les années ont passé, elle me manque toujours autant. Il n'y a pas de... C'est très bizarre parce que on est à Montmartre ici, on n'est pas loin du cimetière où Michou est enterré. Coccinelle a choisi d'être ailleurs. Ça aurait été tellement facile qu'elle soit là. J'aurais pu me rapprocher d'elle très vite. C'était pas son choix, elle a voulu être ailleurs, dans un endroit qui est très loin. Et je lui disais, mais pourquoi tu veux être enterré là-bas? Mais pourquoi? C'est loin. Et elle me connaissait tellement, elle me disait, comme ça, lorsque tu viendras pas me voir assez souvent à mon goût, je me dirais, il vient pas parce que c'est loin. C'était joli. Elle a façonné l'artiste que je suis devenu, écrivez-vous, mais moi j'ajoute qu'elle a aussi façonné l'homme que vous êtes. Oui, bien sûr. J'ai grandi. Elle m'a eu tout jeune, hein. Donc j'ai grandi à ses côtés. Elle me disait toujours, je ne peux pas t'empêcher de faire des erreurs, je peux juste essayer que ce soit moins douloureux. Elle avait le sens de la formule quand même. Elle y arrivait? Oh, elle m'a laissé me brûler, hein. Elle m'a laissé toucher des fois, hein. Elle me laissait y aller et puis après elle me disait je le savais. Lorsqu'elle s'éteint, Monique est âgée de 75 ans. À quoi ressemble la fin de sa vie? La fin de sa vie, je crois que c'est un des moments de sa vie qu'elle a le plus aimé.
parce qu'elle avait pratiquement oublié Coccinelle. Elle était complètement occultée. Elle était Madame Dufresnoy. Elle vivait dans un quartier qu'elle aimait. Elle allait à la plage, ce qu'elle aimait le plus. Elle rentrait dans un magasin, on lui disait bonjour madame. Il n'y avait plus de perruque, il n'y avait plus de tralala, il n'y avait plus tout ça. Un jour, elle a décidé que Coccinelle, c'était fini. On avait un gala à Luxembourg, enfin en Belgique en fait, à la frontière. Et chez un ami à elle, Sergio, qui est un garçon extraordinaire, qui avait un bar cabaret. Et on était allé donc faire un gala là-bas. Et quand on est rentré de ce gala, elle a dit c'était la dernière fois que je chantais. Je lui ai dit mais enfin tu plaisantes ou quoi? Avec José on va ouvrir un cabaret. On m'a dit non c'est fini. Elle m'a dit je viendrai, je serai là, je recevrai les gens, mais c'est fini. Elle m'a dit je chanterai plus. Du jour au lendemain. Encore une fois elle avait décidé. Et là je pense qu'à la fin de sa vie elle était ce qu'elle a rêvé d'être au tout début. Madame Tout-le-Monde, une femme quelconque qui fait son marché, qui cuisine, elle cuisine divinement bien. Néanmoins, elle a un regret à la fin de sa vie, c'est celui d'avoir fait un lifting. D'avoir fait confiance en fait. D'avoir fait confiance en fait à une chaîne de télévision qui a payé ça et qui a filmé l'intervention chirurgicale et ça a perturbé le chirurgien. Et donc, il lui a coupé un morceau de peau en trop au niveau de l'œil, ce qui a créé un altropion. Elle a l'œil qui reste ouvert comme ça. Il faut faire une chirurgie réparatrice en lui mettant de la muqueuse du palais dans l'œil. Enfin, un truc terrible, quoi. Elle a vécu vraiment un truc terrible. Tout ça pour rester jeune. Tout ça pour rester jeune, pour rester belle, pour rester Coccinelle. Mais je crois que Jacqueline, elle s'en serait foutue. Coccinelle, elle voulait... Quand tu es un personnage double comme ça, il y a une rivalité. Parce que c'est presque de la schizophrénie. Hein. Vraiment, moi je le vois, moi Ziz, je parle de Ziz. Alors que c'est moi Ziz. Mais bon, je parle d'elle. Avec José à la maison, on est trois. On parle de nous et de Ziz. Et Coccinelle, c'était pareil. Elle parlait de Coccinelle. Oui, mais bon, mais quand je suis en Coccinelle, quand je fais Coccinelle... Remarquez la différence entre le personnage public c'est ça. Et la personne privée. Oui, sûrement. Ouais, et c'est pas plus mal. Freud aurait trouvé ça très intéressant. Vous vous considérez également comme un héritier de Michou. J'aimerais que vous me racontiez votre première rencontre. Ma première rencontre avec Michou, c'est un charmeur. Hein. Moi, j'avais 17 ans, méditerranéen de Marseille, avec l'accent du Sud. Ça lui plaisait tout ça. Oui, il avait la main un peu baladeuse, mais bon, c'était pas méchant, hein, c'était pas, je vais pas faire un mitougué, hein, mais non, il m'aimait bien, il m'aimait bien, je le voyais dans son regard, il avait des yeux coquins, un regard bleu, comme ont ces gens du Nord extraordinaires. Moi, j'adore les gens du Nord parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de tabous, il y a moins d'interdits, il y a une certaine jovialité, générosité, on boit des coups, on ne juge pas. Au carnaval de Dunkerque, tout le monde se déguise en femme et puis c'est la fête. Dans le Sud, c'est pas pareil chez nous. Hein. Les gens, ils aiment bien boire un coup, mais quand ils boivent un coup, les trois quarts du temps, ils deviennent méchants. Alors que moi j'ai vécu des fêtes dans le Nord, moi j'ai un ami qui s'appelle Hortensia qui était la star de chez Michou, 130 ou 140 kilos de bonne humeur, il faisait Brigitte Bardot et il est intarissable sur le cabaret Michou. Vous devriez d'ailleurs aller un jour le rencontrer et lui faire une interview parce que vous allez vous régaler. Il est à Boulogne-sur-Mer, il est pas loin de chez vous. J'ai eu la chance de partager quelques verres avec lui. C'est vrai? Ouais. Génial. C'est un garçon extraordinaire. C'est vrai. Il est merveilleux. En plus intelligent, cultivé. Vraiment, Hortensia, c'est mon meilleur ami, hein, donc je pourrais en parler pendant des heures. Et je suis fan en plus. Michou, donc pour revenir à Michou, voilà, il a tout ça aussi. Mais à ce moment-là, vous n'imaginez pas encore que vous allez travailler pour lui. Mais jamais de la vie. Moi, quand je le rencontre, je suis le petit mari de Coccinelle, il m'appelle comme ça. Oh, petit chéri, oh, c'est le petit mari de Coccinelle, mon petit chéri. Voilà, c'est très très amusant. Et on ne peut pas ne pas aimer Michou. Tout le monde aime Michou.
Michou, c'est la gentillesse, c'est la générosité. C'est, oh, mon petit copain, viens boire un coup. Allez, puis voilà, c'est ça. Vous avez 30 ans quand vous entrez chez Michou, sous les traits de Lame, Muriel Robin Oui. et Régine. Régine, Lara Fabian, j'ai fait Morane, j'ai fait Hélène Ségara, j'en ai fait plein des personnages. Moi, je suis un boulimique de travail. Moi, je me mettais devant la glace pendant des heures et je travaillais. Et puis, j'ai eu la chance de faire l'école Christian Chauveau, l'école de maquillage. Donc, c'est vrai que c'était une facilité pour moi de connaître Brigitte Delouis, qui est la plus grande maquilleuse française, la maquilleuse de Lara Fabian d'ailleurs, et de Patrick Sébastien, et de Sylvie Vartan, et de bien d'autres. Et c'est un bonheur, je rentre dans cette maison où il y a 80 personnes qui auditionnent par an et une seule personne est prise. Michou, c'est l'image de la France et du transformisme dans le monde entier. Il a donné ses lettres de noblesse à ce métier. Les artistes qui se produisent chez Michou sont les stars de ce métier. Donc quand tu auditionnes là-dedans, il ne sait pas qui je suis. Hein. J'y suis allé anonyme, hein, complet. En plus, il ne peut pas me reconnaître parce qu'à cette époque-là, j'ai eu 2 ans auparavant un accident très grave où j'ai failli perdre la vie. Donc moi qui ai toujours eu un certain embonpoint, qui ai toujours été rond et tout ça, là j'arrive, je fais 1m80, 76 kg, je suis méconnaissable. Donc j'arrive et j'auditionne, et c'est même pas lui qui m'auditionne d'ailleurs, c'est Duduche, le directeur artistique, et qui ne me connaît pas plus que ça. Hortensia s'est bien gardé de dire quoi que ce soit parce qu'il m'avait dit c'est un panier de crabes, si jamais je dis que tu es un ami à moi, il risque de ne pas te prendre, donc il faut faire très attention parce que le cabaret Michou, entre nous, c'est la petite boutique des horreurs, hein. Il se passe des choses terribles, hein. Voilà, mais ça je le saurai après. Justement, vous n'allez pas y rester longtemps chez Michou parce que vous ne supportez pas les jalousies Ouais. entre Michettes. Ouais. Je ne supporte pas, en fait, moi je viens de la troupe, Coccinelle m'a inculqué ça. On fait un spectacle tous ensemble. On est dans la joie, dans la bonne humeur, c'est communicatif, on va donner ça au public, on va passer un bon moment. Là-bas, il y a des disputes tout le temps. C'est à couteau tiré, l'un est fâché avec l'autre, il y a des histoires tout le temps, et Michou adore ça, il entretient ça, il fait fâcher un avec l'autre, il fait ci, c'est terrible, il pratiquait ce qu'on appelle diviser pour régner. Mais il a toujours pris votre défense. Ah, toujours. Ça, moi, je n'ai rien à dire de Michou, moi, vraiment. Hein, parce que j'étais son petit chéri, j'étais le plus jeune, voilà. Mais par contre, j'ai assisté à des séances où il était capable d'être odieux avec certains artistes. Il y avait, pour une anecdote, il y avait une artiste qui s'appelait Johanna, qui faisait un numéro sur la chanson Le Titanic de Céline Dion. Elle imitait Kate Winslet parce qu'elle avait un peu grossi, Johanna. Elle prenait des hormones aussi. Hein. Voilà, elle prenait des hormones. Alors, elle avait des seins, Michou détestait ça. Et elle faisait un numéro. Alors, ils avaient fait la proue du bateau, du Titanic. Et elle se mettait comme ça. Et puis, elle chantait la chanson de Céline Dion. Et Michou arrivait. Il traversait la salle et puis il disait « Non, merde, elle a fait couler le bateau, elle va faire couler mon cabaret !» Et il fermait le rideau comme ça. Mais les gens croyaient que c'était fait exprès. Et les gens riaient, ils applaudissaient et tout ça. Mais c'était pas ça. Il était vraiment furieux de voir cette Johanna. Et donc, elle sortait de scène, elle pleurait. Elle descendait dans les loges, elle était effondrée. Alors qu'elle venait de faire un triomphe. Mais oui, mais oui. Donc, voilà, c'était gratuit, quoi. S'il avait quelqu'un qui l'aimait plus, il supportait plus celle qui faisait Dalida, Lulu, et il disait « Monsieur, il faut partir, il faut partir !» Il disait « On vous a vu, ça fait trop longtemps qu'on vous a vu. » Annie Cordy, pareil. Il lui disait, c'était Antonin qui faisait Annie Cordy. « Bon, vous êtes un vieux monsieur, prenez votre retraite. » Il lui disait « Il faut partir. » C'était... Quel souvenir au final vous gardez de vos années passées chez Michou? Bon, maintenant, avec le recul, c'est amusant tout ça. C'est drôle. Mais sur le moment, il y a eu des jours. Heureusement que j'avais Hortensia. Hortensia prenait toujours mes parts. Il était comme un ange gardien avec moi. Il a toujours été comme ça. Il me bichonnait, il me chouchoutait. C'est un être exceptionnel. C'est que de l'amour. C'est un bonbon. Mais vraiment. Et donc, il me protégeait. Il me protégeait. Et
et je ne me reconnaissais pas dans les autres. Il y avait des gens qui avaient du talent, hein, pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Marie-Pierre, par exemple, qui fait Liane Folly. J'ai toujours trouvé que c'était un artiste merveilleux. Il avait un talent fou. Et il y en a d'autres aussi, bien sûr. Lady Lune, qui faisait Sylvie Vartan, j'étais fasciné. J'étais heureux, moi, de les voir. Parce que je les avais vus à la télévision pendant des années. Puis là, je me retrouvais au milieu d'eux. Mais ils n'étaient pas gentils. C'est peut-être la vie qui les avait rendus comme ça aussi. Il n'y en a aucun qui a fait une vie de couple vraiment. Il n'y en a aucun qui a prospéré et qui, je crois, est heureux. Ils sont tous partis ou dans la bouteille ou alcooliques ou seuls. Ou seuls. Moi, j'avais pas envie de ça. Hein. Moi, j'avais envie de faire ma vie, mon couple, voilà. Puis j'étais venu chez Michou pour avoir l'étiquette Michou aussi. Parce que je savais que pour moi, ça allait être un laissez-passer énorme. Il me manquait que ça. Coccinelle, en toute modestie, Coccinelle disait « Tu as déjà le talent, il ne te manque plus que la notoriété. » Coccinelle croyait plus en moi que moi, je pouvais croire en moi-même. Mais heureusement alors. Ah oui, non, mais c'est sûr, mais elle m'a façonné, elle m'a aidé. Hein. Quand l'âge est venu, c'est elle qui m'a dit il faut amorcer une carrière comique. Il faut y aller. Moi, je dis ah bon? Elle m'a dit oui, quand tu es jeune, tu fais rêver, déguisé en femme, et quand tu es vieux, bah, tu fais rire. Ah bon? Mais moi, je continue à faire rêver toute ma vie. Les deux ne sont pas incompatibles. Ah oui, maintenant je fais rêver les antiquaires. Justement, en 2014, vous créez le personnage de Ziz. Oui. Comment a-t-elle vu le jour? En fait, Coccinelle me disait toujours il faut faire de l'animation au micro. Et j'ai fait ça longtemps. Chez Michou, on ne pouvait pas. On n'avait pas le droit. On faisait des imitations, un playback, et puis c'est tout. Et donc, elle m'avait entraîné à ça. Elle m'avait entraîné à chanter un petit peu, à mener la revue en homme, en femme, à faire des numéros comiques en tableau à plusieurs, à jouer des seconds rôles, des premiers rôles au music hall. Elle disait que ce n'était pas important. Si on était dans un tableau, c'était l'ensemble qui devait triompher, ce n'était pas une personne. Elle avait raison, je pense la même chose. Et elle m'a appris ça. Et en 2014, donc, un soir, dans mon restaurant, en fait, Ziz est vraiment née en 2014 au Festival d'Avignon, mais elle est née dans mon cabaret, le cabaret qu'on avait avec José, qui s'appelait La Table de Loulou, en 2011 ou 2012. Hein. C'était les prémices de Ziz, où je jouais des petits sketchs comme ça, au milieu d'un spectacle de transformistes. Et c'est arrivé par hasard un soir parce qu'il manquait un artiste. Et j'en avais assez de chercher des artistes tout le temps partout. Et j'ai dit à José, écoute, je raconte des blagues, des histoires marseillaises avec Ziz. Je vais ramener Ziz sur scène. Et José me dit, mais oui, la blague que tu fais, tu devrais te l'approprier comme une vie. Et puis voilà. Donc j'ai pris une vieille perruque de Madonna, que j'ai imité Madonna. J'ai fait avec un crayon des racines noires. J'ai coupé une robe en paillettes, n'importe comment, assez courte. J'ai mis un coussin dans mes collants pour être grosse. Maintenant, je ne mets plus de coussin, je le fais naturel. Mais et donc, je me suis métamorphosé en cagole marseillaise, en cette blonde un peu vulgaire. Voilà. Et je suis monté et j'ai raconté des horreurs sur le maire de Marseille. Le maire de Marseille, à Marseille depuis des années. Jean-Claude Gaudin, qui est en garde à vue là en ce moment. Donc, et à l'époque, il était maire de Marseille, c'était le deuxième mandat, je crois, ou troisième, je ne sais plus. Il en a fait tellement. Il en a fait tellement, oui. Il a fait 4, je crois. Et donc, tout le monde disait, il paraît qu'il est homosexuel, il paraît ici, il paraît là. Et puis moi, j'en ai fait la reine des folles, quoi. Je racontais des monstruosités. Je disais que je lui avais offert une robe en paillettes et que le soir, dans la mairie, il allumait tous les lustres en cristaux et il chantait « Un jour mon prince viendra ». Enfin voilà, des conneries quoi. Voilà. Ce livre de A à Ziz,
C'est le livre de votre vie, tout d'abord. Vous dites l'avoir écrit pour ceux qui sont partis dans l'autre monde, Oui. où ils le liront, j'en suis certain, et j'espère qu'ils en seront fiers. Pourquoi est-ce important pour vous de vous questionner sur la fierté qu'ils peuvent avoir sur vous? Simplement parce que j'ai raconté beaucoup de choses sur mon père, beaucoup de choses sur Michou, beaucoup de choses sur Coccinelle. Et même si ça les blesse, j'espère que je ne les ai pas trahis. Je suis resté fidèle à leur histoire et à leur mémoire. Ils étaient honnêtes avec vous, vous Oui. êtes honnête avec eux. Je suis honnête avec eux et je suis honnête avec le public aussi. Quand j'ai raconté certaines choses sur Coccinelle, ça m'a fait mal de les dire, mais il fallait le dire parce que soit on raconte pas. Michou, c'est pareil. Michou, au cabaret, ça n'a pas été le rêve bleu, hein. Ça a été de très beaux moments aujourd'hui, mais j'ai vécu des moments difficiles, donc je les ai racontés. Michou n'est plus là. Sa nièce a décidé de continuer l'aventure. Je trouve qu'elle a raison. Certains disent qu'elle ne respecte pas les volontés de son oncle. Il voulait que le cabaret disparaisse avec lui. Elle y a travaillé toute sa vie. Elle y a donné toute sa vie, sa nièce. Aujourd'hui, c'est à elle. Elle fait ce qu'elle veut. Elle ne respecte pas sa volonté? Peut-être. Mais en tout cas, elle mérite d'être à la tête du cabaret Michou et je l'encourage, mais alors à 2000%. Ça lui fera plaisir. Une chose est sûre, moi je suis fier de leur avoir appartenu, dites-vous. Je suis fier de leur avoir appartenu, je leur dis merci, comme je leur ai dit. J'ai jamais été avare de mots avec les gens. Moi j'aime dire je t'aime aux gens que j'aime. Parce que il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais quand ils sont plus là, c'est plus difficile de crier je t'aime. Moi j'ai besoin des fois de hurler, vous savez. Je vais dans la campagne avec mon chien. Je monte sur une colline, sur une montagne, et puis je prends un arbre dans mes bras, j'en ai besoin, je me recentre sur ce qui est essentiel, et puis après je crie. Crier, il faut savoir le faire. Il faut que ça sorte, il faut que ça... Mais ça fait un bien fou. Vous criez quoi? Vous criez à qui? Je crie ma rage intérieure, je crie contre des gens qui m'ont fait de la peine, je crie contre ce monde qui part en sucette n'importe comment. Et ça vous fait un bien fou? Ah, ça me fait un bien fou. Mon chien il me regarde comme ça, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? mais ça me fait du bien. Mais il faut savoir crier, hein. C'est pas donné à tout le monde? Non, c'est un exercice qu'on apprend au théâtre. Votre livre est préfacé par Michou. Ah oui. Et je dois vous dire que sa préface est émouvante, hein. C'est très... Ce qu'il a écrit, il l'a écrit en plus quelques temps avant de mourir. Le livre n'était pas encore vraiment fait, mais il était sûr que tout ce que je vivrais après serait une réussite. Je ne pense pas qu'il ait dit ça à beaucoup de monde, parce que Michou était assez concentré sur lui-même, et la réussite des autres, je crois qu'il s'en foutait un peu. Fonce, tu es grand, ton ami Michou qui sera toujours près de toi. Oui, et il est toujours près de moi, parce que on est à Montmartre, il est enterré pas très loin, au cimetière Saint-Vincent, à 500 mètres. Le matin, quelquefois, je me réveille, je sens qu'il a envie de me voir. Et j'y vais, quelques minutes, comme ça, sur sa tombe. Il me manque. Je lui manque. Donc, on n'est pas loin. Face à sa tombe et à son buste, que ressentez-vous? Rien, parce qu'il ne l'aimait pas, ce buste. C'est vrai qu'il n'est pas très beau. Il n'est pas beau, il n'est pas beau. Et il en avait deux d'ailleurs, et je crois qu'il préférait l'autre. Il me semble qu'il m'avait dit ça, mais bon, après, ça aussi, hein, c'est compliqué. Vous savez, on critique toujours les gens. Quand ils sont morts, ils ont laissé des volontés, des décisions. Voilà, on fait ce qu'on peut. De toute façon, il y a toujours des gens qui trouveront qu'on fait mal. Il y a toujours des gens qui critiqueront. Il y a toujours des gens... on s'en fout. Moi, du jour où j'ai été proche de Coccinelle en 1987, toute ma vie, on m'a critiqué. Tout le temps.
Et pendant des années, j'ai été un gigolo. Après, c'était avec Michou. Après, c'était avec Jean-Claude Brialy. Après, c'était... voilà, j'ai jamais... j'avais aucun talent. Si j'étais sur scène, c'est parce qu'il y avait Coccinelle. Après, c'était grâce à Michou. Mais Michou n'était même pas au courant que j'avais auditionné chez lui. Et puis là, aujourd'hui, il n'y a plus Michou, il n'y a plus Coccinelle et il y a Ziz. Et on vous critique encore? Mais tout le temps, mais parce que les gens, ils aiment faire ça. Et puis moi, je me dis... Coccinelle le disait tout le temps et elle avait raison, en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on en parle. Le jour où on ne parlera plus de moi, c'est que je n'intéresserai plus personne. Michou disait ça aussi. Mais oui, il avait raison. Il venait de l'école de la rue, de l'école où ils se sont battus pour être les gens qui sont devenus. Comment avez-vous vécu sa mort? Oh, ça a été terrible parce que je fais partie des dernières personnes qui sont allées le voir chez lui. Il était très seul. Il était très 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 seul et il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. Tout le monde le savait d'abord. Il était d'une maigreur terrible. Vraiment, ça a été quelque chose de... Ça ne m'a pas surpris, bien sûr, hein, parce qu'on savait très bien que ça allait arriver. Il était prêt aussi pour ça. Il ne mangeait presque plus à la fin de sa vie. Non, mais déjà, il n'a jamais beaucoup mangé. Hein. Non. Il buvait énormément, donc il mangeait liquide, comme il disait. Quand on boit 3-4 bouteilles de champagne par jour... il ne reste plus beaucoup de place pour le reste. Voilà, c'est ça. Et ça n'a jamais été un gros mangeur. Parce que même à l'époque, quand je suis rentré chez Michou, moi, il était en pleine santé, il n'avait pas eu ni son cancer encore, ni rien. Le soir, il mangeait une vache qui rit avec un potage. Un potage, exactement. Voilà. Et le midi, il aimait manger du saumon. Et du poulet. Oui, et du poulet. Il aimait bien le poulet aussi. Mais le saumon, c'est vrai qu'il aimait beaucoup ça. Ou une escalope avec de la crème aussi. Mais il mangeait très peu. Il mangeait très peu. On allait à Montmartre chez Carlos et Sonia à l'entracte, chez son ami Carlos. C'était... Il me manque beaucoup. Vraiment. Pourtant, on se chamaillait, on se disputait. Hein. On n'était pas d'accord sur plein de choses. Mais il m'a laissé un manque aussi énorme. Il m'appelait tous les dimanches matins. Tous les dimanches matins, il appelait son amie Marie-Laurence en Suisse. Et ensuite, il m'appelait moi. Et on discutait. Et dans la semaine, il m'appelait le matin très tôt. Et souvent, il me laissait des messages sur le répondeur et je les ai gardés. Et de temps en temps, je les réécoute. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire que vous n'avez peut-être jamais eu l'occasion de lui dire? Je lui ai tout dit. Je lui ai tout dit parce que j'ai eu la chance de pouvoir être seul avec lui plusieurs fois. Et puis, on se respectait beaucoup. Il savait qu'il pouvait avoir confiance en moi. Parce que je lui ai dit plusieurs fois des choses terribles. Tout le monde me disait, mais tu es fou, tu ne peux pas lui dire ça. Et je lui disais quand même. Je lui disais ce que je pensais et je lui disais que ça lui plaise ou non, c'était comme ça. Et lui aussi. Hein. Un homme occupe une place importante dans votre vie depuis plusieurs années, c'est José. José, c'est mon grand amour. On s'est rencontrés, ça va faire 23 ans. 23 ans que j'ai rencontré la personne avec qui je réalise tout ce que j'avais envie de faire. Aujourd'hui, je vis des moments difficiles parce que j'ai ma maman qui, depuis quelques temps, a développé la maladie d'Alzheimer. Elle en est qu'au début, elle me reconnaît, elle a des pertes de mémoire et c'est très difficile. Et José m'accompagne là-dessus. Il est très proche d'elle, elle l'aime comme son fils et lui joue un rôle très très important. C'est pas évident ça, hein, parce que déjà quand c'est sa maman c'est difficile, mais quand c'est pas ta maman, ça doit être encore plus dur. J'ai beaucoup de chance. C'est quelqu'un de droit, d'honnête, de travailleur. Il n'a jamais arrêté son travail pour vivre ma vie d'artiste. Il a son boulot, il est indépendant, on mène deux vies totalement différentes. À Marseille, oui, bien sûr. Vous savez, les gens, dès que vous faites du spectacle, que vous faites passer un peu à la télévision, que vous faites ce genre de choses, vous êtes riche. Voilà. Alors ça, c'est une belle légende, hein, parce qu'on n'est pas riche du tout, mais bon, on vit bien, on profite de plein de choses, mais bon, on n'est pas riche.
Peut-être quand on est Florence Foresti ou quand on est Gad Elmaleh, sûrement. Voilà. Mais en fait, je ne suis pas là. Donc, pour l'instant, José travaille et c'est très bien comme ça, quoi. Et puis, je crois qu'il travaillera toujours parce qu'il aime ça et parce que c'est une vie normale, quoi. Vous racontez aussi cette histoire pour soutenir les jeunes homosexuels qui doutent Oui. qu'une vie normale, une vie stable avec la même personne est possible Bien sûr. dans la durée? Bien sûr. Moi, j'ai écrit ce livre, en fait, surtout pour ça. Après avoir rencontré des tas de jeunes avec l'association Le Refuge, j'ai joué mon spectacle pour eux à Lille, à Paris, à Marseille. Et j'ai rencontré des jeunes désespérés, rejetés par leur famille, qui partent dans la vie avec l'idée que parce qu'ils sont homosexuels, eh bien, ils ne feront rien de leur vie, ils n'arriveront pas à être heureux, ils ne seront pas capables de donner de l'amour parce qu'on leur en a pas donné. C'est faux tout ça. On peut réussir sa vie, on peut y croire très fort, rêver, et puis y arriver, se donner les moyens, travailler. Souvent, les gens me disent, mon Dieu, comment vous avez fait pour... je travaille tout le temps, j'aime ça en plus. Moi, j'ai mon ordi tout le temps, mon téléphone, j'écris, je fais plein de choses. Je suis un boulimique, je fais de la radio, j'ai réussi, je suis très fier d'une chose, et je ne voudrais pas que ce soit pris pour de la prétention ou de l'orgueil, mais c'était pas gagné d'imposer un personnage transformiste déguisé à la télévision française, dans des salles parisiennes, au Festival d'Avignon. On a eu beaucoup de mal à louer une salle. Les gens disaient un homme déguisé en femme. Oh mon Dieu, comme si c'était un truc terrible. On n'a pas l'habitude, on n'a plus l'habitude. Moi, je me souviens des Vampes à la télévision. Mais oui, mais c'était deux femmes. On n'est pas dans le même registre. Non, mais quel triomphe. Jean-Marie Chevray qui écrivait les textes, extraordinaire les Vampes. C'est plus la mode, il paraît. Moi, quand je suis arrivé sur le marché avec Ziz, on me disait « Oh, un personnage déguisé, c'est plus la mode. » Oh, et puis il y a des gens qui ont tellement bien fait Marseille, Elie Kakou, tout ça, bof. On a fait le tour. C'est pas vrai, on n'a pas fait le tour, mais qu'est-ce qu'il raconte? Marseille n'est pas que dans le passé. Marseille n'est pas que dans Fernandel, dans Elie Kakou, Titoff ou Patrick Bosso. Pourquoi il n'y aurait pas de nouveaux talents? Moi, j'ai débuté avec des gens qui sont dans un petit théâtre à Paris, qui sont devenus très connus. 2 artistes. Et je me souviens, quand on était dans ce petit théâtre, tous les 3, là, on se disait, le premier qui va réussir, il aidera l'autre. Eh bien, moi, je crois que ça, je l'aurais fait. Je serais allé les chercher en disant, on était tous les 3, allez viens. Ben, moi les 2 autres, là, ils ont dû perdre mon numéro de téléphone. Hein. C'est qui? C'est qui? C'est qui ces 2 personnes? Je leur en veux pas parce que je sais très bien que c'est difficile dans ce métier, mais j'aurais aimé un peu de solidarité avec ces 2 artistes merveilleux que j'adore en plus. C'est Jarry et Jeff Panaclock. Ils n'ont pas de mémoire? Ben non. Alors si j'avais pas fait mes preuves, peut-être que je pourrais penser, bon ben ce que je fais c'est mauvais, donc ils vont pas risquer de pousser quelqu'un qui a pas de talent. Mais je remplis des salles quand même. J'ai un public qui me suit, j'ai des millions de followers. Voilà, je pense que c'est juste que voilà, une fois qu'on y est, ben, on regarde en haut, mais on ne regarde pas en bas, quoi. Un peu plus bas. Alors que c'est sympa de faire ça. Tendre la main et de dire « Allez, viens, mon ami ». Moi, je crois que je l'aurais fait. J'en suis sûr, même. Après, bon, voilà. On parlait de José. Oui. Quand et comment avez-vous su que vous préfériez les garçons? C'est pas avec lui, hein, malheureusement. J'avais 17 ans quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Dans le livre, j'ai changé le prénom parce que je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais pas du tout s'il est marié, s'il a eu des enfants. Donc je ne voulais surtout pas lui faire de l'ombre ou de la peine. Ou, voilà. Vous avez perdu cette race? Ah, complètement. Je ne l'ai jamais plus vu. Je ne l'ai jamais plus vu alors que c'était mon grand amour. Vous aimeriez savoir ce qu'il est devenu? Oh non.
Si ça se trouve, il est comme moi, il a vieilli, et lui, il a perdu ses cheveux ou ses dents. Moi, j'ai grossi, donc c'est bon, non? C'est plus agréable de se souvenir de ce à quoi il ressemblait à l'époque. Surtout qu'il était d'une beauté incroyable. On aurait dit Superman, il était fantastique. Ça veut dire que jusqu'à 17 ans, vous ne savez pas si vous préférez les filles ou Non. les garçons? Avant ça, j'ai couché qu'avec des filles. Et vous aimiez ça? Je ne me posais pas la question. C'était souvent parce qu'elles insistaient. Moi, je n'ai jamais fait la démarche. C'est elles qui voulaient. Donc, comme un garçon, ça marche. Hein. C'est vrai. L'une d'elles aurait pu vous convaincre de l'épouser alors? Ben non, parce que pour ça, il aurait fallu que j'aime les femmes. Et je me suis rendu compte que le plaisir charnel, je le préférais avec un garçon. Mais ça, vous ne l'avez découvert qu'au moment où vous avez eu votre première fois avec un garçon? Oui, mais je l'ai rêvé, je l'ai imaginé, j'ai fermé les yeux. Et vous savez, les fantasmes, quelquefois, c'est mieux que... Donc, lorsque vous étiez avec des filles, vous saviez déjà que ce ne serait pas pour toute la vie? Ah oui, c'est sûr. C'est certain. J'étais ravi d'apprendre à mieux vous connaître aujourd'hui. Ben, j'étais ravi, Nicolas. On a passé un beau moment ensemble. Oui. Et ce livre de A à Z, je le recommande évidemment à toutes celles et ceux qui nous suivent, qui vous suivent aussi. C'est un beau voyage à travers le temps, à votre rencontre, à la rencontre de l'autre, des autres évidemment, où on rencontre aussi la tolérance là où on ne s'y attend pas forcément. Merci beaucoup. Merci Nicolas. J'ai hâte de retrouver Ziz sur scène, comme beaucoup de personnes évidemment. Peut-être en Belgique. Et puis peut-être un jour aussi de retrouver Thierry Wilson dans une pièce de théâtre où ce sera lui. Ah oui, c'est sûr. Qui sera en vedette. Pourquoi pas. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux, de partager ces vidéos, de les commenter. Tous vos messages me font chaud au cœur. À très vite.